Rebonjour à tous, merci. Merci à l'audience. Est-ce que nous avons tout le monde là? Je ne vois pas tout le panel. Est-ce que vous êtes tous là? Ok, bonjour à tous à nouveau. Donc, je suis Lisa Onema, représentante pays de GEAP. J'ai l'honneur aujourd'hui donc de mener le panel qui porte sur l'optimisation de la subvention pour une croissance accélérée du secteur de mini-réseaux. J'aurai le plaisir donc de diriger ce panel avec trois grands programmes qui ont déployé sur la RDC et un acteur du secteur privé qui est dans la catégorie de bénéficiaires. Sans plus tarder, je vais inviter mes panélistes à me rejoindre. Je commencerai par Madame Getty Kassolé, ingénieure et consultant. Elle a travaillé donc dans le secteur des énergies renouvelables en RDC et elle est aujourd'hui représentante de BGFA, s'il vous plaît. Je demanderai à Monsieur Placide Boulaïmou de me rejoindre. De même, Madame Anita Otoubou de SE4All. Et le dernier, c'est Monsieur Raymond Salé de la société Africa Green Power, s'il vous plaît. Donc, dans ce panel, on va avoir l'opportunité, vous aurez l'opportunité d'avoir un aperçu de chaque programme, où sont les programmes, ce qui a été fait en RDC. Chacun présentera pendant quelques minutes et ensuite on passera à la partie questions-réponses. Vous allez me permettre à nouveau de représenter correctement chacun d'entre eux afin qu'ils puissent venir au niveau de la chaire pour faire la présentation. Donc, la première présentation sera faite donc, par Madame Getty Kassolé du programme BGFA. Alors, Getty est ingénieure, consultante. Elle a travaillé donc, dans le secteur de l'énergie en RDC depuis plus de 4 ans, dans différents rôles, pour différents programmes. Aujourd'hui, elle représente effectivement donc, le programme Beyond the Grid Fund for Africa, où elle est donc un expert institutionnel. Elle a une présentation qui va durer à peu près 7-10 minutes, et puis ensuite, on prendra peut-être une première slave de questions, et on passera à la prochaine présentation. Madame Getty. Merci beaucoup, Madame Lisa. J'aimerais aussi remercier le DG d'Anser et bien sûr toute l'équipe d'Anser que je connais très bien pour cette plateforme, pour vous partager le travail que BGFA fait en RDC. Alors, Beyond the Grid for Africa, en français, c'est fonds pour le hors-réseau. Alors, qu'est-ce qui est BGFA? Par contre, je ne vais pas tout dire, donc sentez-vous libre de prendre des photos si vous voulez vous rappeler de ce qu'il y a devant vous, mais je vais vous donner l'essentiel pour permettre le temps pour les questions. Donc, BGFA, c'est un programme pour mobiliser le financement pour le hors-réseau rural et périurbain en Afrique. C'est un fonds qui, avec des investissements majoritaires que vous allez voir de la Suède, de la Norvège, la Danemark et l'Allemagne. Mais nous avons aussi reçu un financement de Power Africa. Nous sommes dans 6 pays en total, avec le Congo inclus. Donc il y a le Burkina Faso, le Libéria, Mozambique, Ouganda et la Zambie, qui a été le premier pays projet pilote. À nos jours, on a levé 126 millions de dollars. Et pour la RDC spécifiquement, 126 millions d'euros. Et pour la RDC spécifiquement, c'est 15 millions d'euros de la Suède et 7 millions d'euros de la Norvège. Ok, très bien. NEFCO est une société nordique de financement de l'environnement. Et donc, NEFCO est le manager du fonds BGFA. Par contre, le programme est implémenté par RIP et NIRAS. Moi, je représente NIRAS aujourd'hui dans le projet de BGFA. Alors, RIP est responsable pour les appels d'offres, les évaluations des soumissions et les due diligence pour le financement. Et
NIRAS est responsable pour le service de suivi et de rapport et de vérification. Nous ne sommes pas encore là, il n'y a pas encore eu des projets déjà conclus ou en cours. Mais quand ça va commencer, on sera aussi responsable pour le suivi, les rapports et les vérifications. La deuxième chose que NIRAS fait qui est très important et que j'aimerais vraiment souligner aujourd'hui, c'est l'appui institutionnel pour contribuer à la mise en place d'environnements favorables aux investissements hors réseau. On fait ça à travers une plateforme qui s'appelle OGTF. Donc c'est une plateforme pour l'électrification hors réseau. En anglais, c'est Off-Grid Task Force. Alors, encore une fois, je ne pourrais pas parcourir tout ici, mais pour vous donner rapidement les 4 mesures de soutien de développement que BGFA ramène sur le marché. Premièrement, incitation financière. Deuxièmement, faciliter une coordination accrue. Troisièmement, collecte et agrégation de données, suivi des performances et de la qualité des services fournis. Quatrièmement, partager les données et les leçons tirées. Et pour souligner aussi comment est-ce qu'on incite le financement à travers BGFA, ce qui est différent, c'est que c'est un RBF, donc Result Based Financing, financement basé sur les résultats, et on ne finance que 25 à 50% maximum du projet, ce qui incite les compagnies à aussi avoir des financements en dehors des subventions et des financements qui sont beaucoup plus soutenables au long terme. Donc voilà. Voilà, donc les résultats attendus de BGFA. Premièrement, nous ciblons pouvoir électrifier 6,5 millions de personnes dans les zones rurales et périurbaines dans les 6 pays concernés. Deuxièmement, nous voulons lever au moins 300 millions d'euros avant 2027. Et troisièmement, et très important, créer cette plateforme de conversation, mais vraiment d'action pour les challenges dans le secteur énergie. Voilà, quelques exemples des projets en cours ou déjà conclus dans les autres pays. Donc, vous voyez bien que la Zambie a beaucoup plus de projets parce que c'était le premier pays qui a bénéficié en 2017 déjà, je pense, de BGFA. Et un aperçu pour la RDC, de là où on est. D'abord, on travaille, BGFA accepte des projets de systèmes hybrides, mini-réseaux et utilisation productive. Autre chose, BGFA n'impose pas le type de projet. On demande aux compagnies de proposer les projets pour que ce soit des projets viables pour le secteur. Les appels à propositions ont été clôturés. Je pense que beaucoup d'entre vous ont soumissionné, pour les compagnies privées bien sûr, mi-février 2023. Et le due diligence est en cours. La mise en œuvre sera faite fin 2023 et il y aura l'annonce de quel projet pour être implémenté. Mais pour vous donner une idée, on estime avoir 5 projets pour le premier tour. Donc, je vais rapidement expliquer le OGTF. L'idée, c'est d'avoir une plateforme où on a le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, avec le secteur privé sur une même table, pas une table littéralement, mais sur une même plateforme pour pouvoir résoudre les problèmes et thématiques différentes dont nous avons discuté. Je pense qu'on a tous des milliers de questions pendant cette table ronde et la table ronde n'est pas assez longue pour pouvoir résoudre tout ça. Donc, pour éviter que les choses se limitent à des questions, des discussions, des exemples, on a pensé à créer une plateforme qui donne la possibilité de vraiment sectionner chaque problème et pouvoir les attaquer un par un.
Donc voilà, quel est le but de cette plateforme voilà toutes les différentes choses qu'on essaie d'accomplir avec cette plateforme. Mais en résumé, c'est de créer une situation politique et réglementaire propice à l'investissement, propice à la croissance du secteur et surtout propice aux résultats. Donc la plateforme pour le secteur hors réseau en RDC devra être autonome et gérée par les acteurs locaux et soutenue par les parties prenantes. Donc ce n'est pas une plateforme qui appartient à BGFA. Il n'y aura pas BGFA logo ou NEFCO logo sur la plateforme, pas du tout, parce que la plateforme nous appartient à tous et on va travailler tous pour le rendre pour que ça soit une réussite. Alors là, rapidement, je vous montre un exemple. Je sais très bien qu'on est en RDC, donc ce n'est pas pour faire du copier-coller, mais vu qu'en Zambie, il y a eu un programme qui a très bien fonctionné, je veux juste vous montrer l'exemple de la Zambie. Donc, en Zambie, comme je vous ai dit, ils ont créé une task force où il y a le gouvernement, les partenaires de coopération et le secteur privé. Et ils ont créé des sous-comités. Et c'est là que le travail commence réellement, dans les sous-comités. Alors, voilà un exemple de la hiérarchie de leur plateforme. Leur ministère de l'énergie et le président de la plateforme avec un secrétariat. Et après, nous avons les trois grands membres de la plateforme. Un exemple que je voudrais vraiment souligner ceci pour en finir. Un exemple à donner par rapport à la Zambie qui explique pourquoi est-ce que les sous-comités sont vraiment là pour les actions et non pour les discussions, c'est qu'ils ont dissous un sous-comité qui existait. Vous allez vous demander pourquoi on va dissoudre un sous-comité. Parce qu'ils ont trouvé la solution. Donc ce n'est pas des sous-comités pour avoir des conversations pendant plusieurs années, c'est des sous-comités pour avoir des solutions. Et quand on décide que les solutions sont prises, on peut dissoudre. L'exemple, c'était qu'ils avaient un sous-comité des indications fiscales en Zambie. Donc en Zambie, ils ont des exemptions pour certains matériels d'usage renouvelable, mais les agents de la douane, les agents des taxes d'importation avaient du mal à interpréter la loi qui, pour eux, était assez claire. Alors, ils ont finalement créé un petit livret qu'ils ont remis à tous les agents de la douane pour permettre à ce qu'il n'y ait plus de confusion. Et quand le sous-comité a remarqué que la solution a été implémentée et elle fonctionnait très bien, ils ont dissous le sous-comité. C'est un exemple, bien sûr, très spécifique, peut-être pas applicable au Congo, mais c'est pour dire que, encore une fois, le sous-comité et cette plateforme est là pour des solutions et pas nécessairement pour des dialogues sans fin. Alors, je vais demander à mes collègues de lever leurs mains pour l'éveiller. Benny Amouchai et mon collègue S.L. Benhagen. Et si vous avez des questions pour nous auxquelles on ne peut pas répondre là tout de suite, sentez-vous libre de nous approcher pendant le lunch ou même demain. On sera ici pour toute la table ronde. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'est vraiment apprécié. Merci. Voilà. Merci Getty pour cette brillante présentation. On avait proposé de prendre les questions, mais je pense qu'on va changer légèrement le format. On va essayer d'avoir donc les 2 programmes internationaux présentés, et puis on prendra la slave des questions. Je propose que Madame Anita Otubo puisse présenter, et ensuite on prendra vos questions. Donc notez bien vos questions. Alors, Madame Anita. Madame Anita, elle est donc le Senior Director at SC4All. She heads up the Universal Energy Facility, so UF. Up to you. The floor is yours. Thank you very much. Bonjour, je m'appelle Anita Tubu. Je suis Senior Director, Universal Energy Facility at SC4All. Permit me to henceforth speak in English. So first of all, thank you so much to the DG of ANSA and all of the senior management for
inviting SE4All to attend this very important workshop or meeting today here in DRC. It is my first time being here, so really excited. So I'll just start. Before I explain what the Universal Energy Facility is, I think it's important that I explain the issue that the Universal Energy Facility is seeking to address. According to IEA, about 980 or 930 million people worldwide do not have access to electricity, of which about 600 million people in Africa don't have access to electricity. Furthermore, the World Bank estimates that about $138 billion is needed to bridge this energy access gap to achieve this universal access to electricity. And it also estimates that about $35 billion is needed in grant subsidies in order to bridge the viability gap. And that's where the Universal Energy Facility comes in. So the Universal Energy Facility provides grant subsidies via a results-based financing facility. The idea is to support private sector companies who are in the business of developing mini-grids, deploying standalone solar home systems within rural communities who do not have access to electricity. Understanding that some of these markets aren't the most viable of markets, the essence of the grant subsidies is to attract that much-needed private sector investment to bridge that viability issue, in addition to making it more affordable for the end users as well. So it's not just about filling the pockets of private sector companies, but making sure that the end users who are being supplied this electricity are actually able to afford the electricity for sustainability and fairness purposes. Next slide. So who are our partners? We are a multi-donor funded facility. I'm pleased to say that we are funded by GEAP, that's the Global Energy Alliance for People and Planet, IKEA Foundation, Shell Foundation, Rockefeller Foundation, Good Energies, GIZ, FCDO, USAID, to name a few. And we're also being supported by companies or organizations like AMDA, that's the African Mini-Grids Association, African Mini-Grid Development Association. Next slide, please. So the Universal Energy Facility, as I've mentioned, is a results-based financing facility that supports private sector companies with grants to bridge the energy access gap through the development of mini-grids and deployment of standalone systems. We are in 5 countries at the moment: Madagascar, Sierra Leone, Republic of Benin, Nigeria, and DRC. In addition to providing this results-based financing facility, we also provide global advocacy and leadership, as well as expert advisory support. So we provide some sort of technical assistance to support government agencies and other relevant stakeholders, as well as the private sector companies, to help them in putting together the necessary documentation in order to efficiently or effectively implement these mini-grid projects. Next slide. So what are our KPIs? So we hope to be a $100 million facility by the end of this year. At the moment, we have achieved about 45 million US dollars. And with the $100 million US dollars, we hope to achieve about 81,000 connections via mini-grids and 11,600 connections via standalone systems for productive use. So not the typical solar home system, but a system that has the capacity to encourage or to promote productive use. We want to not just be able to provide electricity, but ensure that it's actually improving the means of livelihoods for the end users as well. Hopefully achieving or impacting 465,000 people, creating 2,460 jobs, and not to speak to all of the KPIs, but in the near future, by 2027, hopefully to become a 2025, to become a $500 million US facility and to achieve just under 500,000 mini-grid connections and just under 70,000 standalone systems for productive use connections, impacting our total figure of 2.7 million people that we hope to achieve this access to electricity. Next slide, please. So the progress, where are we to date with implementing the Universal Energy Facility?
So in 2022, we launched Wave 1, so Phase 1 of the UEF in Madagascar, Sierra Leone, and Benin. In August 2022, so in 2020, sorry, we launched Wave 1 in Madagascar, Sierra Leone, and Benin. In August 2022, we launched Wave 2, sorry. Forgive me. In August 2022, we launched UEF in Nigeria. And then in September 2022, we launched Wave 2 in Madagascar and Sierra Leone. And finally, in October 2022, which I'm really pleased to say, we launched the UEF in DRC. Next slide, please. Apologies, it's really bright here, so I'm sort of struggling to see the text on the screen. So what have we achieved under Wave 1? I mentioned that we have launched in Madagascar, Sierra Leone, and Republic of Benin. In Madagascar, we verified over 1,123 mini-grid connections to be precise, impacting over 5,615 people. We've dispersed just over $600,000 and counting, and we do have about 6,500 connections in the pipeline, which we are constantly verifying and we will make disbursements against. Under Wave 2, I'm pleased to say that GIAP, who is responsible for putting together this event with ANSA, provided us with $30 million, out of which $24 million is being put aside for the grant subsidies. We, as I'd mentioned, we'd launched, in addition to Madagascar, Sierra Leone, and Benin, in Nigeria and DRC. Not to go into too much detail, because there's lots of information here, but we have, as a result of the evaluation of the applications that we've received to date, we have about 40,000 connections in the pipeline. And I'm pleased to say that today at 4:30 p.m., and you're all welcome to join me here, we will be making an announcement with regards to the companies who were successful in the application process for mini-grid development in DRC. So you are most welcome. And we're looking at over 20,000 connections here in 4 provinces. So with that being said, I think, actually there's one more slide. Okay, final slide. In respect of what the Universal Energy Facility looks like, or the payment structure, yes, it is results-based. Initially, we used to make the payments after verified connections to ensure that not only are these projects delivered, but they are fit for purpose. After 30 days of supply of power, after 30 days of supply of power from the mini-grids to the households, to ensure that not only are these mini-grids delivered, but in fact they are fit for purpose, that the people are receiving the electricity supply. But in order to support private sector in securing the initial capital investment that will be used to blend with the grant subsidies that we've provided, we have made some changes recently to our RBF program, in the sense that we now have 3 milestone payments that are made. So we make payments at the point of major equipment arriving at site, which is still results-based. It's a different type of result, as opposed to just making payments on outcomes. We're now making payments on outputs as well. So 40% at the point of major equipment arriving at site, 40% at technical commissioning of these mini-grids, and the balance of 20% after 30 days of supply, because we still want to be sure that these mini-grids will actually deliver the electricity supply. So with that being said, that concludes my presentation. Thank you so much, and I look forward to the questions. Thank you, Anita. Merci, Anita. Merci, Getty. Avant de passer donc aux 2 dernières présentations que nous avons, j'aimerais peut-être prendre des questions dans la salle, dans l'audience. Si vous avez des questions en rapport avec les 2 présentations que nous venons de voir, nous allons les prendre. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Les micros, il y a 3 mains levées. Ça va arriver. Ok, essayez juste de préciser, votre question s'oriente vers qui? On a eu 2 présentations BGFA et nous avons eu SE4All. Précisez juste à qui vous l'adressez. On ne vous entend pas, monsieur, votre micro. Et soyez direct, s'il vous plaît.
Non, on n'entend pas. C'est Christian Moukouninois de l'entreprise Tech Service Power. J'ai attendu Madame Kassole, elle a dit projet de système hybride. Quelle est sa signification? Projet de système hybride, ça Merci. signifie On va quoi? prendre 2-3 questions avant de répondre. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à C4All. Je vois ici des tailles quand même assez grandes, 2,5 MW, la première mini-grid, 3600 Productive Use Solar System. Est-ce que dans un marché aussi neuf et aussi vierge que je dirais comme la RDC, est-ce que c'est pas possible d'avoir des minimums plus bas finalement pour nous aider, nous, secteur privé, à pouvoir accéder? Parce que de la sorte, tout ce que vous faites, c'est vous amener du secteur privé de l'extérieur qui a déjà de l'expérience et vous les importez ici en RDC, vous leur facilitez, et alors que ça ne nous aide pas, nous, le secteur privé. Voilà. Merci, Monsieur Yal, pour la question. Moi, c'est Ruben Loabea de PowerGen. La question est pour Madame Anita. I'll ask the question in English for Madame Anita. Are you also able to finance any CNI project? Because we have a lot of CNI loads that require some energy. Are you able to finance those or help finance those? Ok, je propose qu'on réponde déjà et puis on va reprendre la slave de questions. Je note qu'il y a une question là, encore derrière. 3, 4. Encore 4 questions. On va peut-être répondre à la première slave. Madame Cassolet. Oui, ça sera très rapide. Un système hybride, c'est un système qui a plusieurs énergies, sources d'énergie combinées. Donc ça peut être solaire hydro ou solaire avec des batteries. Donc un système hybride veut juste simplement dire qu'il y a plus d'un type de source d'énergie. Voilà. Anita. Thank you very much for the questions. I'm hoping that the translation got the question right. From what I heard, in respect of the second question, okay. Yes, second question, in respect of the criteria for private sector companies to participate or to apply for the grant subsidies, whether we can lower the criteria, we could reduce the criteria. Local content to use, like to work more with local actors, if you can lower the size of. Yes. So actually, the criteria for companies to participate isn't so stringent and it doesn't require so much. So for example, we're not asking for companies who have a portfolio of mini-grids that they have developed. Rather, we're asking that they've built just one mini-grid, a minimum of one mini-grid that's currently in operation. And that's because we recognize that local companies would probably not have that portfolio of mini-grids and would find it very difficult to be able to apply to the Universal Energy Facility. So that's something that we did in order to encourage local companies. Does that answer your question to an extent? Yeah. Okay, and then the second question, can we finance CNI projects? So actually, in DRC at the moment, we haven't launched the standalone systems for productive use component, rather just the mini-grids component. In Nigeria, we have done, and this is where we provide grant subsidies to companies who deploy standalone systems for productive use in economic clusters, for example, in a bid to replace diesel generators. So it is really for those market clusters, CNI types of businesses, towards helping these countries achieve their net zero targets. As you know, Nigeria has an energy transition plan, so it feeds into that plan. But it is something that we are open to as it concerns DRC. As I came to DRC for the first time yesterday, just driving from the airport to this hotel, I was like, it would be fantastic if we also, were able to have a window for CNI, for standalone systems for productive use in these communities that are connected but aren't receiving reliable, adequate power supply.
Thank you, Anita. On va reprendre encore, je vois qu'il y a plusieurs questions, mais on va reprendre 4 questions. Je propose qu'on ne réponde qu'à 2 maintenant, et puis on passera aux présentations, et on reviendra à la séance générale de questions-réponses. On va peut-être aller par là. Donc les mains sont où? Voilà, donc je vois une main là. Soyez brève, allez directement à votre question, qu'on évite les éléments de contexte pour gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup de questions. Merci, c'est Simon Mamboé pour le compte de l'ETD Luilou. Ma question s'adresse à Madame Anita, parce qu'elle a parlé de l'investissement au Congo ici des 4 provinces. Est-ce que nous pouvons savoir le nom de ces provinces sur 26, s'il vous plaît? Ok, une deuxième question. Merci, c'est Bernard Ndaye, professeur à l'ISTA Kinshasa. Bon, je voulais juste poser une question à C for All. Bon, j'ai vu un scénario, dans plusieurs de ces scénarios qu'elle a présentés, un scénario pour un investissement d'environ 500 millions de dollars. Je n'ai pas très bien retenu la puissance installée, mais ce qui m'a tiqué, c'est plutôt la quantité de CO2 évité. J'ai noté 1,64 millions de tonnes de CO2. Bon. Est-ce que ce n'est pas sous-estimé ça? Okay. On va prendre la question et puis on passera aux présentations après les réponses. Oui, bonjour à tous. Donc, mon nom est Tamboué Chivwadi de Congo Énergie. Ma question s'adresse aux 2 intervenants. J'aurais voulu savoir quelles sont les difficultés qui ont été enregistrées par ces 2 sociétés dans les candidatures déposées par les entreprises locales et quelles seraient éventuellement les recommandations qui pourraient être faites dans ce sens. Merci. Merci. Une dernière question juste devant, la deuxième rangée là, et puis on passe à la présentation suivante après la réponse. Thank you. William Brent from Husk Power. 2 questions. One, is 1 month post-connection verification long enough to make sure that these systems are sustainable over time? Otherwise, it could lead to market spoilage. What are your thoughts on that? I think that's for Anita. The other question is around the amount of RBF per connection. This is a question for Beyond the Grid Fund or for SE4All or any governments who also, participants who are here. Is there consideration for a sliding scale for the RBF amount? As somebody who has worked in Nigeria, there's one amount for all types of sites. And even though it may not be to the benefit of Husk Power, my suggestion has been to many of the participants in this industry that there be a sliding scale and that less of an RBF be given to communities that are being electrified that are easier to reach and easier to serve, and a higher level of RBF be given to the mini-grid developers who are reaching harder to reach areas that have less economic activity and require more demand stimulation. Thank you. Ok. Merci pour les 4 questions. Je suggère que les 2 dernières questions soient adressées après la suite de présentation, où je pense que le modèle de la RDC a approché ce que vous décrivez là, la question qui est posée. Donc, Anita, la première question sur les provinces où le programme se déploie. Et la deuxième question au niveau donc je pense que c'était une clarification plutôt sur l'objectif de 500 millions que la window aimerait atteindre. Okay. Et les deux dernières questions seront répondues après. Is that okay? There was like a question around the provinces and the 500 million that you are willing to reach. I think it's just more clarification.
And I'm suggesting that the two last questions to be addressed after the following presentation, where I think there's also like information or data that might be needed and to discuss with the audience then afterwards. Thank you very much for the questions. In respect of the CO2 emissions that we're hoping to mitigate, for the $500 million US, which should achieve about or more than 1.3 connections, what was on the screen was to mitigate about 4.8 metric tons of CO2 emissions, of greenhouse gas emissions. The 1.6 was in respect of the 100 million. Now, whether this amount is not sufficient or not, it's something that we are constantly, we will constantly be measuring. We may find, and it would be fantastic if we are able to record higher amounts of green gas emissions that are mitigated as a result. But this is the estimate that we have at the moment for this for the target 1.3 million connections that we hope to achieve with the 500 million facility. I hope that provides more clarity. In terms of the 4 provinces, as I said, you're all invited to attend the announcement at 4:30, but I will tell you the 4 provinces. And forgive me for my terrible pronunciation in advance. Mai-Ndombe, Bandundu, Bandundu, Kwilu, yes. and Maniema. Maniema. Okay. Yes. Perfect. Those are the 4. And I think I have 2 more questions from Husk Power in respect of whether 1 month is enough to ensure sustainability of these projects, which is a fantastic question. I know it's not really, to be very honest and transparent, and that's why we also require the companies to provide us periodically on a quarterly basis with a report on the progress or the efficiency of the mini-grid connections for 2 years. So post-commissioning these mini-grids for 2 years on a quarterly basis, we expect them to provide us with reports so we understand the status of these mini-grid connections and what the challenges are, what they're doing to address them in order for us to take on these lessons learned for future projects. And then you'd asked what the amount is for RBF, for our grant subsidies. So the grant amount that we pay per connection is about $592 per connection. And you are right, it is exactly the same amount that we use irrespective of the location of these mini-grids. I do agree with you that some locations will probably require a lot more subsidy to make it viable because some communities are engaged in more productive use activities than others and are able to pay for the power that's supplied. And in order to really encourage or incentivize private sector companies like your company to go into those the most rural, remote communities, we do need to really consider whether whether the solution would be to make some adjustments in terms of that subsidy amount in order to make those projects viable. So it is something that we are looking into. As you know, I've worked with Husk Power when I used to head the Nigeria Electrification Project, and they built a number of mini-grids there. We achieved over 1.5 million connections in Nigeria, and what made it such a success was being flexible. So hearing from the market, hearing from the developers, understanding what these challenges are, and trying to provide these solutions. So it's something that we will take on board and consider, and happy to discuss with you after. Okay. Thank you. Thank you, Anita. Il y a une question qui est restée, qui n'est pas oubliée, qui sera abordée, je propose, à la fin. C'est de Congo Énergie qui porte sur le challenge que les 2 programmes ont pu rencontrer sur le marché avec les candidatures avec les dossiers de candidats. Donc, elle est bien notée. Sans plus tarder, je vais inviter donc Monsieur Placide Boulaïmou, qui est donc expert en suivi et évaluation chez Anser, qui va nous présenter les résultats donc du fonds Mouinda. Et je pense qu'avec sa présentation,
Nous devrions également approcher la question sur les subventions, comment on peut l'adapter selon qu'on est dans un environnement facile d'accès, difficile d'accès. Le programme WINDA, donc de subventions basées sur le résultat également, en a tenu compte. Donc on a tenu compte du facteur géographique, de la distance, de la difficulté d'accès. Il reviendra également là-dessus, je pense, sauf erreur. Merci, Monsieur Placide, à vous. Merci beaucoup, Madame Lisa, pour l'occasion que vous m'offrez. Je suis Placide Boulaïmou, comme Madame Lisa venait de le dire. Je suis expert en suivi, évaluation, recherche et apprentissage au sein du Fonds WINDA. Je reçois beaucoup de questions au sujet du Fonds WINDA. Beaucoup de questions, je les reçois via les réseaux sociaux, de la part des universitaires, de la part des acteurs de la société civile, de la part de députés parfois. Donc, je voudrais vraiment saisir l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Donc, dans ma démarche, je serai un peu méthodique parce qu'il est important pour moi de placer les fonds WINDA dans son contexte, pour vous permettre de saisir ce qui préside la logique d'intervention de ces fonds. Avant toute chose, je voudrais dire qu'ANSER, dans son action de façon globale, l'action de ANSER se veut volontariste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ANSER veut aborder le problème, comprendre de quel problème il s'agit. Est-ce un problème structurel? Est-ce un problème conjoncturel? Le marché souffre de quoi exactement? Est-ce que c'est l'offre qui n'est pas suffisante? Est-ce que c'est la demande? Et pour chaque problème, ANSER invente les outils les plus appropriés, les plus efficaces pour aborder le marché, pour résoudre le problème. Et c'est dans ce contexte que le Fonds WINDA est né. Donc, je veux globalement dire le Fonds WINDA c'est quoi. Pour répondre à cette question, je vais présenter quelques slides. Et ensuite, je vais dire ce que le Fonds WINDA a fait à ce jour et quels résultats nous avons déjà obtenus dans le cadre de ces Fonds WINDA. Et par la suite, je répondrai à des questions d'éclaircissement si jamais l'assistance a besoin des éclaircissements supplémentaires. Voici en gros de quoi je vais parler. Je vais avoir un autre slide, s'il vous plaît. De quel problème il s'agit? Le problème, il est devant vous. Le slide que vous voyez illustre bien les problèmes dont souffre le marché aujourd'hui. Nous sommes environ à 16% des taux d'électrification, 19%. Quand je dis 19%, je sais qu'il y a un débat autour de ces chiffres, c'est 19, entre 6 et 20. Nous ne nous accrochons pas de façon, je dirais, fétichiste aux chiffres. Nous savons que certains chiffres ne sont pas précis, ne sont pas assez détaillés. Ce qui importe pour nous, c'est de savoir quel est le phénomène que ces chiffres-là mesurent. Les 19% que vous voyez devant vous, c'est en fait une moyenne nationale. Et vous savez, une moyenne, c'est un peu comme une distance qui est évaluée à vol d'oiseau. C'est un peu comme une photo satellite, c'est-à-dire la moyenne a pour vocation de gommer les disparités. Vous ne pouvez pas voir les disparités en ne regardant que la moyenne nationale. Mais lorsque vous désagrégez ces chiffres, vous vous rendez compte que nous sommes autour de 1% de taux d'accès en milieu rural. On l'a déjà dit ici. Le problème aujourd'hui, c'est que la moyenne nationale de l'accès à l'électricité est tirée vers le bas par les chiffres très faibles d'accès à l'électricité en milieu rural et tirée vers le haut par les niveaux d'accès que nous avons en milieu urbain. Je vais vous raconter une petite anecdote. La RDC, c'est le territoire national, c'est 70% des zones rurales et ces zones couvrent à peu près 80% de la population. J'ai essayé d'utiliser, grâce à un logiciel de visualisation des données, de représenter les territoires nationaux comme un corps humain, ce qui est faisable aujourd'hui. Le logiciel m'a permis de constater que si le territoire national était représenté comme un corps humain, seule la tête représenterait les zones urbaines, uniquement la tête. Le reste du corps serait représenté par les zones rurales. Monsieur Boulaïmou, le temps. Exactement. À progresser, vous avez plusieurs slides. Je vais progresser.
le problème de l'électrification du pays se pose en termes de l'électrification des zones rurales. C'est à ce niveau-là que se posent les problèmes. Qu'est-ce qui fait que les opérateurs aujourd'hui ne vont pas en zone rurale? Ils disent, nous n'avons pas d'offre, nous n'avons pas de demande. La population, elle est beaucoup trop faible. Si vous voulez que nous amenions une offre à ce niveau-là, il faut déjà qu'il y ait une demande à ce niveau-là. Et la population, elle est trop faible pour acheter l'électricité au prix du marché. Donc, le Fonds Mouinda est venu pour accompagner les opérateurs privés d'aller en zone rurale, les zones où les opérateurs n'iraient pas de façon naturelle, parce qu'ils considèrent à leur niveau qu'il n'y a pas de marché à ce niveau. Donc, nous sommes un outil, nous sommes un bras au service des ANSER, nous travaillons avec les opérateurs du secteur privé. Ça, c'était les contextes que je voulais donner. On peut prendre le second slide. Ces slides ici présentent de façon schématisée la gouvernance de ces fonds. Nous sommes un fonds, ce qui est normal qu'au centre de notre système de gouvernance, il faut qu'il y ait un gestionnaire des fonds. Il est là au centre. Ce gestionnaire des fonds travaillera en étroite collaboration avec un comité de pilotage qui aura comme fonction principale de définir les orientations stratégiques des fonds et aussi d'assurer le contrôle de la façon dont ces fonds sont utilisés. Et ces comités de pilotage seront en lien direct avec un comité consultatif qui émettra des avis. Le gestionnaire des fonds travaillera essentiellement avec les opérateurs privés parce que nous savons que la tâche de l'électrification de ces pays incombe d'abord au secteur privé avec l'accompagnement du secteur privé, du secteur public, dont le rôle principal est de créer les conditions pour que les privés interviennent dans des conditions acceptables pour un investisseur privé. On peut prendre le second slide. Sur ces slides, je présente plus ou moins qu'est-ce que le Fonds Mouinda a déjà fait depuis les 2 dernières années, date de sa capitalisation par un chèque de 5 millions de dollars que nous avons reçu du Trésor public. Premièrement, nous avons commencé par développer un programme pilote. En gros, quand je dis programme pilote, parce qu'il était important pour nous d'apprendre du marché, d'avoir un retour marché sur la façon dont les subsides que nous mettons à la disposition des opérateurs permet d'améliorer le fonctionnement du système de marché, dans quelle mesure les subsides permettent effectivement aux populations d'avoir accès à l'électricité. Nous avons donc développé, pour commencer, un programme pilote que nous avons exécuté avec les opérateurs du secteur privé. Ce programme pilote a eu d'excellents résultats sur lesquels je vais aborder un peu plus tard. Et les leçons apprises de ces programmes pilotes nous a permis de développer un programme intermédiaire qui est en cours en ce moment. Et je reviendrai également en plus de détails sur ces programmes intermédiaires que nous sommes en train de mettre en œuvre en ce moment. Et concomitamment à cette action que nous avons menée avec les opérateurs du secteur privé, le Fonds Mouinda s'est lancé dans le processus de recrutement d'un gestionnaire international qui serait en charge de la gestion des fonds que nous recevons de l'État congolais et des autres bailleurs de fonds. Et ces processus de recrutement ou de mobilisation de ces gestionnaires de fonds, malheureusement, a duré un peu plus longtemps que prévu. Il est toujours en cours et il n'est pas encore bouclé. Je peux prendre le second slide. Sur ces slides, je vous présente de façon succincte quelques résultats qui sont ressortis de ces programmes pilotes que nous avons mis en place. Les programmes, comme je dis, qui avaient comme fonction première de nous aider à comprendre quel était le problème du marché, comment le marché réagissait aux subsides que nous avons donnés. Pour vous donner un petit contexte, ce programme a permis de mobiliser 3 opérateurs du secteur privé qui sont ici dans la salle. C'est ici pour moi l'occasion également de louer la participation effective du secteur privé congolais dans le marché de l'électrification de la RDC. Ces 3 opérateurs, c'était des opérateurs des kits solaires, les opérateurs qui vendent les systèmes solaires autonomes. Donc nous avons accordé une subvention à chaque kit vendu et c'était dans le cadre d'un programme de financement basé sur la performance. Ce programme nous a permis d'apprendre ceci. Premièrement, l'accès à l'électricité dépend beaucoup de l'accessibilité à ces zones. Parce que les opérateurs privés aujourd'hui
ont montré que plus une zone est d'accès difficile, plus ils ont du mal à déployer une offre à ce niveau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les programmes pilotes ont également montré que le profil socio-économique du Congolais qui est au bout du fil dépend beaucoup de sa capacité à avoir accès à l'électricité. Qu'est-ce à dire? C'est que les opérateurs ont tendance, ce qui est normal, ce sont les opérateurs privés, ils ont tendance à privilégier des ménages qui ont un revenu stable et fixe. Quand vous regardez les profils socio-économiques de ménages, vous verrez que c'est essentiellement des employés non agricoles, c'est-à-dire des personnes qui ont un salaire fixe, je dirais policiers, enseignants, infirmiers, qui ont eu accès à plus de Solar Home System que nous avons subventionné. Alors que nous savons qu'en milieu rural, la plupart des personnes qui vivent en milieu rural sont les agriculteurs. Ils n'ont donc pas un salaire fixe et régulier. Monsieur Boulaïmou, il faut progresser pour prendre des questions. Il faut que la salle s'exprime. OK. Allez-y, je peux prendre le suivant. Ici, je vais rapidement reprendre certaines leçons que nous avons pu tirer de cette phase pilote. Donc, comme j'ai dit, durant la phase pilote, on a pu constater que le marché est resté, les opérateurs sont restés focalisés sur des clients qui présentaient les moins de risques. C'est les gens qui ont un revenu fixe, un revenu stable. Et nous savons qu'en milieu rural, la plupart des gens sont des agriculteurs, donc les revenus n'est pas fixe ni stable. Il va falloir que nous fassions les efforts dans ce sens-là pour permettre aux subsides de profiter à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas ces revenus. C'est revenu stable. On peut passer. Je vais revenir sur la suite. Ici, je présenterai rapidement les programmes intermédiaires. Le programme intermédiaire est le programme qui est venu à la suite du programme pilote, qui nous a permis de passer à l'échelle. Dans le cadre de ces programmes intermédiaires, nous avons contracté les opérateurs privés ici pour la vente des Solar Home Systems que nous avons subventionnés. Ayant pris en compte les leçons que nous avons tirées de la phase pilote, dans ce cas-là, on a offert des subventions qui étaient variables. Pour des zones qui sont d'accès très difficiles, nous avons donné une subvention un peu plus élevée. Et pour les zones qui sont d'accès moins difficile, la subvention était différente. Nous avons également opéré avec des opérateurs privés qui sont dans les mini-grids. Comme vous savez, à ce niveau-là également, une des barrières à l'accès à l'électricité, une des barrières au branchement au réseau, c'est les frais de raccordement. Nous avons donc offert des subventions pour permettre aux opérateurs de couvrir les frais de subvention. Je salue ici également les opérateurs avec lesquels nous travaillons dans le cadre de ces programmes intermédiaires et qui ont montré leur volonté de travailler avec nous. Dans le cadre du programme intermédiaire, nous avons également fait le service énergétique. Quand je dis service énergétique, c'est que nous sommes allés de l'avant, nous sommes lancés dans l'électrification des centres de santé. 6 centres de santé sont actuellement électrifiés et un hôpital général sont en cours d'électrification actuellement dans le Kasaï. Je reviendrai sur ça plus tard. Et nous avons fait un programme de cuisson propre. Quand je dis programme de cuisson propre, nous avons subventionné des foyers améliorés avec 3 opérateurs congolais qui vendent les foyers améliorés en milieu rural ici en RDC. On peut aller sur le prochain slide. Ici, ce sont les détails sur les programmes que nous déployons actuellement, les programmes des services énergétiques dans le Kasaï, un programme qui consiste à électrifier les centres de santé et dans chaque centre de santé à installer un système d'adduction d'eau, c'est-à-dire il y aura un forage avec une pompe immergée et une citerne de 10 000 litres qui permettrait au centre de santé d'avoir accès à l'eau potable et aussi l'excédent d'eau potable est vendu à la population via des bornes et fontaines. C'est un système qui fonctionne très bien avec les opérateurs congolais. On peut prendre les suivants. Le Fonds Mouinda a aussi fait beaucoup de partenariats entre-temps parce que nous n'avons pas voulu avancer en vase clos. Nous avons noué des partenariats stratégiques avec USAID qui fait actuellement un programme dans le Nord Katanga, le programme TCMR, c'est un programme de paix et gouvernance. Nous sommes en train de contribuer à la subvention pour la distribution des Solar Home Systems. Nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du projet de protection des forêts. Nous allons implémenter la composante 3 qui portait sur les solutions de cuisson propre. Nous avons également coopéré avec les programmes FABS de la Banque mondiale des USA dans ce cas, pour la sélection des opérateurs avec lesquels nous travaillons actuellement pour le volet cuisson propre. Monsieur Boulaïmou, en 1 minute. OK.
En une minute, donc je laisse le slide. En une minute, je me résume en disant les subventions ont vraiment fonctionné. Là où nous avons apporté la subvention, la vente des Solar Home System a décollé. Ça, c'est de 1. De 2, les opérateurs sont allés là où ils n'iraient pas sans subvention. Donc, les subventions que nous avons mises en place ont vraiment permis de déployer l'offre dans des zones où les opérateurs n'iraient pas. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du programme intermédiaire présent dans 49 territoires dans ces pays où les opérateurs se sont déployés grâce à notre subvention et ils ne se seraient pas déployés si la subvention n'était pas là. Donc, je répondrai aux questions supplémentaires jeudi et je vous remercie. Merci, Monsieur Placide. Merci pour ce bel exposé. Désolé, on a dû un peu écourter, il a été très vite, mais le rapport est disponible, je pense, sur le site d'Anser. Vous pourriez poser les questions à la pause, pendant le lunch, si vous voulez plus de détails. Avant juste de passer à la partie questions, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, on va donner la parole donc à Monsieur Raymond Salé, qui est donc directeur de la société Africa Green Power. Il est là avec nous aujourd'hui parce que c'est parmi les opérateurs qui ont bénéficié donc de la subvention du fonds Mwinda. Il est aussi important pour nous non seulement de le clamer, mais peut-être aussi d'avoir ce retour d'expérience sur l'effectivité de la subvention pour un opérateur du secteur privé. Est-ce qu'elle a été effective? Est-ce qu'elle a servi? Est-ce que le niveau de la subvention a été déclencheur? Qu'est-ce que ça a permis de faire? Est-ce qu'il a franchi des barrières grâce à la subvention? C'est ce retour-là que nous allons entendre donc, de M. Raymond Salé avant de prendre les questions de l'Assemblée. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame Lisa, pour la parole. Je m'appelle Raymond Salé, fondateur et directeur général de Africa Green Power. Africa Green Power qui est une start-up créée en 2020 ici à Kinshasa, spécialisée dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous avons développé localement les kits solaires appelés les groupes solaires, que nous appelons le Greenov, que nous avons déjà commercialisé jusqu'à présent, connecté plus de 200 ménages dans les territoires en République démocratique du Congo. À ce qui concerne les fonds Mwinda, nous avons déployé, nous avons été bénéficiaires, tout d'abord par rapport à la rigueur de recrutement. Nous avons été recrutés, sélectionnés au fonds Mwinda, on ne connaissait personne. Il y a eu cette rigueur. On ne connaissait personne au sein de Anser, fonds Mwinda, on ne connaissait personne. Et je me rappelle bien, nous avons déposé notre candidature, c'était le dernier jour que nous sommes allés déposer notre candidature. Et heureusement, Dieu merci, nous avons été sélectionnés et bénéficiés de ces fonds. Deuxièmement, il y a l'accompagnement d'équipe de l'Anser. L'équipe des fonds Mwinda continue à nous accompagner, même si, après avoir bénéficié de ces fonds, l'accompagnement par la formation, l'accompagnement par le suivi et évaluation du résultat, et aussi, surtout, les gestionnaires de fonds Mwinda veulent savoir réellement est-ce que les bénéficiaires sont satisfaits du résultat. C'est ce que fonds Mwinda fait. Et aussi la qualité des produits. La qualité des produits. Est-ce que les produits répondent aux critères voulus? Après, aujourd'hui, par rapport à nous, on était à Kinshasa avant les fonds Mwinda. Nous étions juste à Kinshasa et avec des interventions pour, par exemple, une entreprise nous demande d'aller installer au Maniema, aller installer à Kisangani, nous allons. Mais avec les fonds Mwinda aujourd'hui, à part notre siège de Kinshasa qui est installé, nous sommes allés plus loin. Nous avons un bureau aujourd'hui à Kongolo, grâce au fonds Mwinda, où nous avons 4 agents à temps plein qui travaillent à temps plein et nous avons également 10 agents qui travaillent à temps partiel. Et nous sommes allés avec notre stratégie plus loin. Nous avons 25 franchisés qui bénéficient grâce à ces fonds.
C'est un peu un système que nous avons développé pour pouvoir bénéficier le bénéficiaire, en fait, les acheteurs de nos produits. Grâce au Fonds Mwinda, nous sommes en process de nous développer. Nous sommes à Kongolo. Nous voulons, d'ici le mois prochain, nous serons à Kabalo. Et nous serons aussi à Nyunzu, à Manono et à Moba. Grâce au Fonds Mwinda. Si jamais le Fonds Mwinda n'était pas là, si je n'allais même pas rêver une fois aller visiter le Congo profond. C'est toute ma première fois d'y aller. Je n'ai jamais été là, c'est la toute première fois. Nous avons créé 4 emplois à temps plein actuellement, mais notre objectif est de créer 25 emplois d'ici la fin de l'année. Nous avons déployé jusqu'à présent plus de 200 kits. Plus de 200 kits qui sont déjà connectés. Et notre objectif d'ici la fin de l'année, nous voulons atteindre 1500 kits. Et dans le 1500 kits, nous avons déjà une demande enregistrée de 250 qui sont déjà enregistrés. Et nous avons une précommande, non, je m'excuse, nous avons une demande enregistrée de 1000. Nous avons une précommande de 200 kits. Parce que par rapport à la logistique, nos kits sont en cours, ils sont en train d'arriver, de se déployer vers les zones effectives. Notre target est d'accompagner d'accompagner le gouvernement horizon 2025-2030 afin de brancher plus de 20 000 ménages. C'est ça notre objectif. Et de créer de l'emploi, plus de 600 emplois d'ici entre 2020 et 2025 et 2030. Il y a de la demande. Nous avons vécu, nous avons palpé les réalités dans les milieux ruraux. À part les kits que nous déployons, il y a aussi une demande dans les cuissons propres. Dieu merci, M. Placide a présenté la cuisson propre, il y a une demande. Il y a aussi, je demande aussi aux opérateurs privés qui sont là comme nous, qui œuvrent dans le usage de systèmes à usage productif, entre autres les congélateurs solaires. S'ils sont là, on peut entrer en contact avec eux, comment déployer les produits dans ces zones-là. Brièvement, c'est ce que nous avons bénéficié des fonds Mwinda et notre entreprise aujourd'hui est en train de se développer, de décoller grâce au fonds Mwinda. Si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être passer maintenant à la dernière slave de questions, donc de questions pour le fonds Mwinda, de questions sur toutes les présentations pour tous les orateurs qui sont là. On commencera bien entendu avec la question qui est restée en suspens de Congo Énergie. On commence peut-être, oui, les mains s'il vous plaît, que la dame puisse voir. On va commencer par là, il y a 3 questions, on reviendra au milieu et on finira sur ma droite. Oui, merci beaucoup. Essayez de préciser à qui la question s'adresse. Hein. Donc, oui. À mon extrême droite, c'est Mme Getty, Mme Anita, M. Raymond et M. Placide. Oui, merci beaucoup. C'est M. Bahati de la Primature, c'est lead d'analyse des indicateurs de développement. J'ai des petites préoccupations que je vais adresser à M. Placide. Je voulais savoir comment les fonds Mwinda sont mobilisés. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quels sont les critères pour faire bénéficier d'un territoire pour les programmes de fonds Mwinda? Bonjour, je suis Rodolphe Gomba, directeur général de l'Agence nationale d'électrification rurale en République du Congo. Donc j'ai 2 questions adressées à, désolé, je n'ai pas retenu le nom, à l'experte BGFA. La première question concerne la nature des financements apportés à l'électrification
des différentes zones. Et quand je parle de nature, je voudrais être édifié s'il s'agit des dons ou d'un prêt. Et les exigences pour la mobilisation de ces financements. Alors les deux autres questions s'adressent à l'ANSER concernant le fonds Mouinda. La première question, c'est celle je voudrais être édifié ou connaître plus précisément les différents partenaires financiers de ce fonds, si c'est possible. Et la dernière question, c'est quel est le modèle préalablement établi pour un retour à l'investissement? Merci. Merci. C'est encore Simon Mamboué pour le compte du secteur Luilou. Dans le panel précédent, je pense que le député a parlé d'accompagnement des ETD. Ma question s'adresse particulièrement à M. Placide pour le fonds Mouinda. Comme vous le savez, que les ETD, particulièrement la nôtre, bénéficient des leviers de développement comme la redevance minière, la dotation de 0,3% et le cas des charges. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire, avant d'aller au privé, de regarder un tout petit peu l'accompagnement stratégique en termes de partenariat avec les entités territoriales décentralisées que nous sommes? Et cela va permettre de nous orienter au lieu que nous puissions focaliser nos projets dans la construction, par exemple, des écoles où nous sommes depuis 2018, des centres de santé, qu'on regarde plus loin par rapport aux projets porteurs comme l'électrification en milieu rural que nous sommes. Merci. Merci à vous. Une dernière question là, et puis on passe. Bonjour, ma question s'adresse à M. Placide. Je suis M. Kachunga de l'institution financière IFOD. Je suis tout à fait d'accord, M. Placide, lorsque vous placez deux difficultés majeures de pouvoir intervenir dans le milieu rural. Vous avez parlé de la difficulté d'accessibilité qui est une réalité réelle et que je pense avec le fonds Mouinda pourra permettre, si on subventionne on subventionne les prestataires qui sont dans les milieux ruraux, cela pourra être résolu. Mais il y a une grande difficulté, un point essentiel que vous avez parlé, le problème des revenus, mais qui, je pense, et c'est ça ma question, comment est-ce que le fonds Mouinda pourrait couvrir tous les risques liés aux non-récupération de l'argent ou disons, le coût des kits qu'on donne aux bénéficiaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que merci. On a le risque de recouvrement. Le risque de recouvrement. Merci. Voilà. Madame, est-ce que, je m'excuse, est-ce que vous pourriez me donner 2 minutes, n'est-ce pas, pour un peu expliquer. Il faut essayer d'atterrir sur les questions parce qu'il y en a beaucoup dans la salle. On voudrait vraiment entendre le maximum de personnes dans la salle. Vous connaissez Anser, vous pourriez venir pour approfondir, mais allons droit au but, s'il vous plaît, qu'on prenne des questions des autres également. Merci. Alors, Placide, je pense qu'il y a eu énormément de questions sur le fond. Essaye peut-être de répondre de manière générale, parce que ça va prendre du temps autrement, avant qu'on revienne sur Madame Getty, ou la question sur la nature de financement que le programme BGFA accorde, à savoir don ou prêt, et les exigences pour y accéder. Donc ça, c'est les deux questions pour l'instant identifiées. Monsieur Placide? Oui, Madame Lisa. Oui, Madame Lisa, merci pour ces questions qui montrent l'intérêt que les gens portent sur le fonds Mouinda. Je vous en remercie. Alors, je voudrais fixer des choses. La première chose, c'est que quand nous disons nous subventionnons l'accès à l'électricité, il s'agit de subventionner, premièrement, le branchement mini-réseau. Quand je dis mini-réseau, il ne s'agit pas de sélectionner les territoires, parce que les mini-réseaux sont déjà quelque part. Il y a un opérateur qui a un mini-réseau dans un coin, et nous identifions avec l'opérateur quelles sont les barrières à l'accès. Généralement, c'est le coût du raccordement et nous subventionnons le coût du raccordement. Notre approche, c'est toujours le financement basé sur la performance. Comment ça se passe? C'est que l'opérateur va raccorder les ménages. Lorsque les ménages sont raccordés au réseau, il va nous envoyer un fichier pour dire voici les détails
de ménages que nous avons raccordés au réseau. Nous allons derrière déployer notre système de suivi pour faire des vérifications et des contre-vérifications. Une fois que les vérifications attestent l'effectivité du raccordement, en ce moment-là, nous payons une subvention pour chaque raccordement fait sur les réseaux. Mais pour les aspects de kit solaire, évidemment, les opérateurs sont censés se déployer un peu partout dans le pays. Par rapport à ça, évidemment, il y a ce risque lié au recouvrement de fonds. Comment ça se passe? Les opérateurs, généralement, ils ont un système de pay as you go. Comment ça se passe? C'est que le ménage qui achète un kit solaire, nous subventionnons une partie de ces kits solaires, c'est-à-dire qu'aussitôt que les kits solaires est mis à la disposition du ménage, nous vérifions que les kits solaires est effectivement vendu au ménage, nous payons une partie du coût. Actuellement, c'est entre 60 et 80 $, nous donnons directement à l'opérateur, mais le reste des coûts, il appartient à l'opérateur de les recouvrer. Beaucoup ont mis en place les systèmes de pay as you go. Comment ça se passe? C'est que le ménage a 2 ans et demi, parfois 18 mois, pour payer régulièrement le reste, et s'il ne paye pas, le système va se couper de façon automatique. Et l'opérateur aura dans ce cas-là la possibilité, il a toujours un moyen de pression pour récupérer son argent. Mais nous sommes d'accord que les opérateurs ont toujours la latitude de faire des accords avec une boîte comme IFOD qui est présente sur le terrain, qui gère la masse salariale des enseignants, si je ne me trompe pas. Il est donc possible pour l'opérateur qui veut de faire un accord avec IFOD pour permettre un recouvrement. Pardon? Okay. Exactement, pour un recouvrement facile. Donc, merci, M. Placide, pour votre réponse. On va peut-être passer à Mme Getty sur la partie BGFA. Quelle serait donc la nature de financement et les exigences pour y accéder? Et on reviendra avec Mme Anita sur, et Mme Getty, si vous voulez abonder aussi, sur la première question qui avait été laissée en suspens par Congo Énergie, qui portait donc sur les difficultés que vous avez pu rencontrer en tant que programme dans l'analyse des dossiers reçus. Est-ce que les dossiers reçus des opérateurs, des développeurs étaient de bonne qualité? Quel était le plus gros manquement, si j'ai bien compris la question? Voilà, merci à vous. Merci pour vos questions. Pour répondre à la question de subvention ou prêt, c'est de la subvention. Mais la différence avec BGFA, c'est qu'on ne subventionne pas à 100%, on subventionne à 25%, maximum 50%, pour que les compagnies puissent proposer des projets durables au long terme. La deuxième chose, c'est les conditions pour la subvention. Si vous parlez des conditions techniques, dans le sens où portfolio de travail, année d'enregistrement, là je pourrais vous envoyer l'information après la session parce que c'est en fait l'équipe de RIP qui est responsable, mais je peux trouver la réponse et vous la donner. Mais si vous parlez en termes de projet, on n'a pas créé quelques règles pour les projets. La seule chose, c'était d'encourager les compagnies à aller dans les zones les plus rurales possibles. Pour la question des difficultés enregistrées, ce qui est vrai, c'est qu'on a reçu des très très bonnes propositions et nous sommes en cours de due diligence. Quand je vous dis qu'il y aura 5 projets qui seront faits, ça veut dire qu'il y a au moins 5 compagnies qui ont été retenues pour la partie de due diligence. Mais je pense que, comme a été fait dans d'autres pays, ce que je ferai ici, il y aura des problèmes sûrement quand il faudra commencer à mettre la mise en œuvre. Et c'est pour ça que la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, OGTF, est très importante pour qu'à chaque fois que les compagnies ou les investisseurs, parce que ce projet aura des investisseurs aussi, arrivent à certains problèmes, on aura déjà créé la structure dans laquelle on peut plus facilement naviguer ces problèmes et en finir. Maintenant, je vais répondre à la question tout à l'heure qui m'était adressée en anglais, but it will be quick for Husk Power. So we are a bit different because we don't do any financing of urban areas. We only go in rural and peri-urban sometimes. But we didn't ask companies what project they should write. However, we strongly encourage
the furthest they can go, right? We want them to be very rural. So we're really not prioritizing urban areas for this specific project with BGFA because you're right. Urban areas tend to be receive the funding first, and then the leftovers goes to the rural areas. So we're prioritizing the rural areas for this project. Thank you. Anita, peut-être réagir sur la question donc qui portait donc sur les difficultés rencontrées lors de l'assessment of bids that you have received from the bidders. Actually, is there any challenges? How did you find? Was it like was the quality there? You know, like the that you have received from local bidders. Thank you for that question. I guess the difficulty is being able to secure or confirm applications from the local companies, even though we are just asking for just one mini grid that has been developed and is in operation. And it's really to do with access to finance. So yes, we provide grant subsidies, but these companies need to be able to secure the initial capital investment, especially because it's results-based, meaning that they would have to secure this finance to be able to build out the mini grids before they can even, ask or claim for the funds from the Universal Energy Facility. Most of these, so even though our criteria may not be so much in terms of getting companies to apply and to get accepted onto the program, but there's the second, leg or arm to this process, which is securing finance from other, investors and finance companies. And most of the local companies, unfortunately, because they do not have that portfolio of projects that have been developed and that are in operation, they find it very difficult to be able to convince the Universal Energy Facility that they can raise the required finance to blend with the grant subsidies that we provide. Ok, merci. On va prendre une dernière slave de questions. Au milieu, une au fond, une devant, Monsieur Eyal. Et puis je pense qu'on aura fini, ça c'est l'heure du déjeuner, je crois, qu'on a un peu faim dans la salle aussi. Monsieur Bonjour, Eyal. merci Bonjour. Lisa pour la parole. Ma question s'adresse à Monsieur Saleh, à Raymond. J'aurais aimé en savoir plus sur votre stratégie de sortie de subsides et aussi savoir si finalement, parce qu'on sait qu'il y a quand même des régions du Fonds Mwinda qui ont été sélectionnées, qui sont des régions très vulnérables, très pauvres, pour faire simple. Est-ce que vous avez des défauts de paiement plus élevés qu'à Kinshasa, par exemple, ou comment est-ce que vous gérez ça? Voilà. Merci. Derrière et on a fini pour cette session, je pense. Je vais poser ma question à M. Placide. Je voudrais savoir, vous êtes dans combien vous avez parlé des territoires. Ça signifie combien de provinces? Parce que vous savez qu'avec les 145 territoires, donc il faut les mettre dans les provinces. Est-ce que moi, par exemple, au Congo central, je vous trouve où? Qu'est-ce que vous faites dans ma province? Bon, malheureusement, vous n'avez pas, il paraît que c'était exposé là-bas au stand, les kits, mais moi, j'aurais souhaité avoir vos kits à côté de vos belles chaussures, parce que ça m'aurait permis aussi de mon kit pour anglais, la photo loba. Donc, parce que vous savez, moi je suis du Congo central. Le Congo central est en train d'essayer. Et comme un désert. Votre question, s'il vous plaît. Bon, la question a déjà été posée. Mais je voudrais, parce que je parle, derrière moi, il y a des millions de personnes qui viennent de la province du Congo central. Vous êtes en train de vider notre province pour faire la cuisine ici à Kinshasa. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que... comment on peut dire? Fonds Mwinda, vous êtes où et qu'est-ce que vous pouvez nous faire au Congo central pour nous aider à ce que les mamans ne cuisinent plus avec des makala, même ici à Kinshasa? Merci pour la question. C'est aussi une question. Merci. Il y a une dernière question dans le fond. Merci pour la parole. Moi, c'est M. Jonathan Chibambe, du média Kinactu Télévision, journaliste. J'avais des questions à poser à M. Placide.
parce que c'est lui qui a évoqué la problématique du milieu rural. Vous savez, aujourd'hui, en RDC, nous avons un problème des infrastructures routières. Et lorsque vous dites que vous allez procéder au déploiement des kits, vous allez utiliser quels moyens? Vous ne pensez pas et vous ne voyez pas que vous serez buté parce qu'il n'y a pas suffisamment de routes. Et puis, deuxième question, parlons de l'apprentissage de jeunes que vous voudriez former pour un accompagnement meilleur pour ces projets. Mais ces jeunes, de part déjà, la plupart sont quasiment des analphabètes et puis il n'y a pas des infrastructures éducatives. Comment vous allez procéder? Merci. Ok, donc je pense que cette dernière question, on va prendre... Ah oui, voilà, on va avoir de l'aide du secteur privé, c'est encore mieux. Madame Catherine va prendre la parole pour répondre à quelques-unes de vos questions. Le micro arrive. Présentez-vous, s'il vous plaît, pour l'audience. Merci, Lisa. Catherine Mukobo, CEO d'ACERD. Juste pour accompagner en fait le panel et le fonds Mwinda, ce n'est pas le fonds Mwinda qui déploie, mais ce sont les entreprises qui déploient. Donc le secteur privé congolais aujourd'hui s'est mobilisé pour se déployer à travers les 26 provinces de la RDC. Et ce que vous mentionnez est vrai, il y a une nette... Enfin, il faut reconnaître que c'est très difficile d'accéder aux zones rurales de la RDC. Et je pense que c'est la raison pour laquelle justement nous avons des programmes qui accompagnent en termes de subventions. Le deuxième volet de votre question parlait de la formation. C'est aussi une réalité en RDC. Nous avons un problème en termes de formation, mais il faut reconnaître aujourd'hui que les énergies renouvelables ont la possibilité d'accompagner la jeunesse congolaise. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'Enabel aujourd'hui, mais je vais le mentionner. Enabel a un programme qui s'appelle Qui emploie. Schneider Electric l'a mentionné, et je pense que même avec les bailleurs de fonds et le fonds Mwinda, il y a un volet formation pour accompagner les jeunes à travers les technologies et les produits qui sont mis sur le marché. Ce sont des produits innovants, et donc au bout d'un an ou de 2 ans, ils deviennent obsolètes, et donc nous devons continuellement former la jeunesse pour leur permettre d'être capables de placer ou de connaître ces technologies-là. Donc nous l'avons compris, et au sein de l'association, nous avons un pilier qui s'appelle formation. Nous allons travailler avec tous nos membres principalement, et nous allons former, on l'espère, on va commencer avec un pilote de 100 jeunes, et on espère qu'avec le long terme, on pourra arriver à rejoindre la masse critique de jeunes Congolais disponibles, parce qu'effectivement le local content aujourd'hui n'existe pas. Nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui pour répondre aux besoins du secteur privé. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, Madame Catherine. Alors, la dernière réponse avant que je ne libère mes panélistes. Monsieur Placide, si vous pouvez juste intervenir sur le volet cuisson propre et Congo central. Mais je pense que c'est une réponse plutôt d'ordre général sur ce que le fonds Mwinda ou l'ANSER entend faire dans ce segment-là. Exactement. Commençons par les aspects de cuisson propre. Le problème avec le cuisson propre aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le mbabola, l'mbabola qu'on utilise coûte moins cher que les foyers améliorés. Par conséquent, et ces mbabola-là consomment beaucoup de makala, et c'est la consommation de ces makala qui fait que les gens déboisent pour alimenter les mbabola qui coûtent moins cher. Donc, les foyers améliorés qui consomment moins de makala n'est pas compétitif par rapport à notre mbabola traditionnel. Donc, nous avons apporté la subvention pour que ces foyers améliorés coûtent beaucoup moins cher. Comme ça, les ménages qui utilisaient les mbabola traditionnels auront accès aux foyers améliorés. Et ces foyers améliorés, étant donné qu'ils consomment moins de charbon, permettraient donc de faire moins de pression sur la demande de charbon. Ça, c'est ce que le fonds Mwinda fait actuellement. Nous avons des opérateurs qui sont d'ailleurs membres de ACERD, qui travaillent avec nous et qui vont déployer les foyers améliorés dans la périphérie de la ville de Kinshasa, et les résultats sont plus ou moins bons. Mais comme j'ai dit, plus ou moins bons, il est important que nous allions avec plus de volume. Kinshasa, c'est 10 millions d'habitants, il faut plus de foyers améliorés. Donc, nous restons sur ces marchés où nous allons probablement travailler un peu plus longtemps en amenant un peu plus de subventions. Merci, Monsieur Placide. Alors, la dernière question, et puis vraiment la der de der, c'est Monsieur Raymond qui va répondre à la question sur la stratégie de sortie de la subvention que les opérateurs, que le secteur privé, en l'occurrence ici, l'Air Structure, pourraient avoir déjà commencé à penser.
Ok, merci Eyel pour la question. Notre stratégie de sortie des subventions, en fait, nous avons mis une stratégie, lorsque nous déployons des kits, nous transformons nos clients de devenir des ambassadeurs. Les clients deviennent ambassadeurs. En premier lieu, ils bénéficient d'un montant X. Je ne peux pas tout étaler notre stratégie commerciale parce que c'est un secret. Et après, le montant que nous accumulons pour la communication, le montant que nous accumulons en deuxième lieu pour donner à ces ménages qui deviennent nos ambassadeurs vont nous permettre de faire des nouvelles commandes. Donc découvrir la subvention. C'est ça notre stratégie. Si vous aurez besoin, nous pouvons développer pendant les dîners. Voilà, merci à vous pour la réponse. Je pense qu'effectivement, pour un marché comme la RDC, où nous savons qu'il y a des contraintes dans les chefs donc, de ménage, de bénéficiaires finaux, où le pouvoir d'achat est faible, que la subvention est plus que jamais nécessaire, la réflexion, elle se mène de deux côtés. Comment s'assurer qu'on arrive à un bon niveau de subvention pour les opérateurs du secteur privé qui va appuyer donc les actions, mais également, il faut réfléchir donc à cette sortie de cette subvention parce qu'elle ne pourra pas être éternelle, ça c'est clair. La réflexion se mène de part et d'autre. On a fini, je pense qu'on a épuisé notre temps. Je voudrais avant toute chose remercier tous mes panélistes. Je pense que la qualité des interventions de présentation a été au rendez-vous. On en démontre donc les différentes questions et les questions non répondues encore qui sont là au niveau de la salle. N'hésitez pas à les interpeller, à nous interpeller, que ce soit au coin d'un café ou pendant le lunch. Vous avez la chance, ou on a la chance d'avoir avec nous maintenant aujourd'hui Madame Anita Otoubou donc de SE for All. C'est une des premières fois que nous avons SE for All dans la salle, tout comme Gogla qui a peut-être disparu. C'était important, c'est un pas en avant pour la RDC, c'est aussi la reconnaissance finalement du travail que vous, le secteur privé, que nous faisons ensemble, commence à se voir au niveau international. On attire l'attention et c'est plus qu'une réalité. Donc n'hésitez vraiment pas à les approcher, comprendre ce qu'ils attendent de la RDC, comment renforcer donc cette collaboration avec ce genre d'institutions. Elle est là, donc sautez sur elle, n'hésitez pas. I'm sorry for you, Anita. No, et voilà. good. Donc merci à tous. Merci. Je demanderai des applaudissements pour mes panélistes. Ça a été excellent. Thank you very much. Thank you, Getty. Merci Placide. Merci Monsieur Sall.